Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le rendez-vous hebdomadaire du journal L'Équipe sur le foot européen. Au menu cette semaine, la Ligue des Champions, forcément. On a décidé de se concentrer sur le groupe H, Chelsea de retour aux sources anglaises, l'Ajax Amsterdam qui a conservé son ADN malgré les nombreux départs cet été, et puis le LOSC à la relance après son nul arraché contre Valence. On terminera par un petit détour en Italie où Thiago Motta a pris en main le Genoa. On connaît bien le joueur, mais que peut-on attendre désormais de l'entraîneur ? Avec moi pour parler de tout ça, 3 grands reporters de notre rubrique football, Mélisande Gomez, Cyril Olives-Berthet et François Verdenay. Bonjour à tous les 3. Bonjour. 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 Vous avez le menu et le casting, et maintenant on peut commencer. Chelsea est-il en train de se remettre à l'heure anglaise ? Mercredi, en Ligue des Champions contre l'Ajax, il y avait 4 joueurs anglais issus du centre de formation dans le 11 de départ londonien. Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi, Mason Mount et Fikayo Tomori. Ils ont tous entre 18 et 22 ans. Après avoir été l'un des clubs les plus internationaux de Première Ligue, Chelsea se recentre aujourd'hui sur une politique sportive plus locale. L'interdiction de recrutement y est pour beaucoup, évidemment. On y reviendra. Je voudrais qu'on commence par Frank Lampard. Il a repris les Blues cet été. C'est l'une des légendes du club, on le sait. Mais le faire venir était un choix fort des dirigeants. Il n'a pas beaucoup d'expérience et c'est le premier Anglais à prendre les rênes du club depuis 1996. Et il y a eu 15 entraîneurs entre-temps. Alors, François, je me tourne vers toi. Pourquoi Frank Lampard ? Est-ce que c'est seulement parce que c'est une légende, justement ? Non, c'est un retour aussi un peu à l'ADN du club, aussi à travers la politique qui est mise en route avec les jeunes. C'est aussi une façon d'envoyer un signal fort, je pense, aussi au football anglais, parce que c'est un football qui est très ilien, qui est très domestique. Donc, en relançant un entraîneur jeune comme Lampard et une légende, plus une politique de jeunes, parce que à une époque quand même, l'arrivée de Roman Abramovich ou la période où Chelsea gagne la Ligue des Champions, c'était quand même un club qui était orienté vers un gros marché des transferts. Donc là, il y a un retour à des racines, à une certaine économie. Donc Lampard, je pense, est vraiment le symbole fort de ce nouveau Chelsea. Pour l'instant, son bilan, les Blues sont 4e du championnat, 5 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Après leur succès 1-0 contre l'Ajax mercredi, ils sont premiers de leur groupe en Ligue des Champions. Début de saison réussi ? Bien sûr, surtout vu le contexte. C'est difficile aujourd'hui de prendre un grand entraîneur en lui disant on ne peut pas recruter. Chelsea n'a pas le droit de recruter, il fallait quand même un entraîneur pour relancer la machine. C'est quand même un gros club anglais, c'est un club qui a des ambitions, qui est qualifié en Ligue des Champions. Donc Lampard était un choix assez évident. Finalement, il a fait du bon travail avec Derby County la saison dernière. Il connaît parfaitement la maison et il connaît aussi les jeunes du club, puisqu'il était là quand ils avaient 13-14 ans. Et d'ailleurs, eux-mêmes le racontent que Lampard, avec Terry, venait les voir jouer quand ils étaient gamins à l'académie. Il les connaît. Il n'a pas d'autre choix que de les lancer. Il en avait 2, les 2 meilleurs, sans doute un Mount et Tomori qui étaient à Derby County la saison dernière avec lui. Donc il les connaît très bien. Ils se sont dit c'est un des emblèmes du club, comme le disait François, un grand joueur, un joueur dont on a toujours pensé qu'il pouvait devenir entraîneur vu ses caractéristiques tactiques notamment. Donc bon choix et bon début de saison, même si dans le contenu, Chelsea fait parfois des matchs assez laborieux. On sent que c'est plus l'équipe, une des meilleures équipes européennes, puisque quand vous pouvez pas recruter, que vous perdez Eden Hazard, forcément l'équipe s'affaiblit. Mais il y a une identité derrière et c'est peut-être un mal pour un bien. Vous disiez chez Chelsea, ils ont toujours eu énormément de joueurs prêtés. Ça a toujours été une grosse académie anglaise, sauf que les jeunes n'avaient pas la place en équipe pro puisqu'il y avait trop de bons joueurs. Là, maintenant, au moins, ils les font jouer puisqu'ils n'ont plus trop le choix, mais on voit qu'il y a des bons joueurs et c'est bien pour l'identité d'un club aussi. Il y a aussi, on parle de Lampard, aujourd'hui, ils ont des résultats, mais le début de saison a quand même été poussif. À un moment, il était sur la sellette. Ses dirigeants ont appuyé derrière lui pour le garder. Voilà. Et il y a aussi un retour, même s'il y a toujours une consonance russe à Chelsea, il y a quand même un retour à l'identité anglaise, parce qu'aussi Roman Abramovich, pour l'instant, n'a plus le droit de venir gérer son club en Angleterre. Il a interdit les persona non grata en Angleterre. Donc, c'est obligé aussi de faire confiance à des gens du cru, à des Anglais aussi, en termes d'image. Pour eux, c'est important. Frank Lampard aussi a la chance d'avoir une génération qui est exceptionnelle, qui a gagné l'équivalent de la Coupe Gambardella 5 années de suite.
en Angleterre, et puis qui a fait 4 finales de Youth League sur les 5 dernières. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de Tomori, Mount, Abraham, mais il y a aussi Loftus-Cheek qui est blessé, Rhys James qu'on a vu un petit peu qui est rentré, Billy Gilmour qui pousse aussi, qui a joué lors de la première journée de Premier League. Et donc c'est vrai que c'est bien pour cette politique de formation et pour tous ces gamins d'arriver à ce niveau. D'ailleurs, tu pars des jeunes, mais en Youth League, hier, Chelsea a battu l'Ajax à Amsterdam. Ils ont gagné 1-0. Et ça rentre vraiment dans cette ligne-là. Et d'ailleurs, dès le début de saison, tous ces jeunes-là, que ce soit Abraham, Hudson-Odoi, ont été prolongés. Je crois que c'est des prolongations qui vont jusqu'en 2022 ou 2023, avec des contrats aussi à hauteur du régime de Chelsea. Et Hudson-Odoi qui a été dans le viseur du Bayern. Le Bayern a tout fait pour le recruter. Il se blesse gravement et ça l'a peut-être un petit peu retenu aussi à Chelsea. Et le Bayern a fait un peu marche arrière et ça a permis à Chelsea de le signer, de le prolonger, de le garder. Mais bon, là-dessus, tout ce qui ne mettent pas sur le marché des transferts en termes d'indemnité, ils le mettent aussi en prolongation pour leurs jeunes. Aussi, Abraham, aujourd'hui, c'est le meilleur buteur de Chelsea et de Premier League. Il a égalité de buts, il a marqué 8 buts. Il a égalité avec Agüero. Donc, c'est aussi des... c'est pas des philanthropes aujourd'hui, Chelsea. Ils savent qu'ils ont des grosses valeurs marchandes. Donc, ils blindent aussi leur effectif au niveau des jeunes. Donc justement cet été, non seulement ils n'ont pas pu recruter, mais ils ont aussi perdu au moins 3 joueurs importants. Eden Hazard qui est parti au Real, David Luiz qui allait renforcer le rival d'Arsenal et Alvaro Morata prêté à l'Atlético Madrid. François, très simplement, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi est-ce que Chelsea est interdit de recrutement ? En fait, ils sont interdits comme beaucoup de grands clubs, l'Atlético de Madrid précédemment, parce qu'ils ont recruté des jeunes au-delà des conditions de la FIFA et de l'UEFA. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des jeunes, ils leur ont fait signer des contrats, je crois, avant 16 ans. Ce qui est interdit, ou ils l'ont fait de manière détournée, parce que lorsque vous faites signer des jeunes avant 16 ans, il faut que les parents suivent aussi, il faut trouver un travail aux parents. Donc là-dessus, on va dire qu'ils ont un peu magouillé et ils se sont fait rattraper par la brigade. Donc là-dessus, ils ont payé cash. Et vous parliez justement des prolongations de contrats, on parlait des prolongations de contrats, mais dans tous ces joueurs, pour compenser les départs, notamment d'Hazard en attaque, ils ont gardé aussi Olivier Giroud, qui ne joue pas, mais qui est là aussi parce qu'il y a besoin de joueurs pour encadrer. Début de saison, Willian ne jouait pas beaucoup, mais il est revenu dans le lot justement quand ça tournait pas pour encadrer ces jeunes. Il y a quand même encore quelques joueurs d'expérience pour encadrer cette jeunesse montante. Du coup, vous pensez qu'ils ont le réservoir pour se maintenir à ce niveau toute la saison ? Oui, parce que quand on voit qu'un joueur comme Pedro, par exemple, qui a une expérience phénoménale, qu'il a acquise avec Barcelone, qui joue très peu, ils ont vraiment un effectif avec une belle profondeur. Même derrière, on voit que Rudiger, qui est quand même un international allemand, passe derrière Zouma et Tomori. Même le petit Christensen. Le meilleur signe de leur profondeur de banc aujourd'hui, c'est Batshuayi qui marque hier. Il rentre, il remplace Abraham. Il est remplaçant depuis le début de saison. Et hier, c'est lui qui donne la victoire de Chelsea à Amsterdam. Oui, ils ont vraiment un gros groupe. Moi, je pense pas qu'en Première Ligue, ça va tenir jusqu'au bout dans les toutes premières places. Je pense que City et Liverpool sont très autrement armés. Après, ils peuvent sur la dynamique, et en Ligue des Champions. Alors après, s'ils arrivent à être dans les 4 premières places, tout ce qui intéresse les clubs anglais, c'est dans les 4 premiers maintenant. Peut-être qu'ils peuvent finir 4e de Première Ligue. Je les vois pas aller très très loin en Ligue des Champions avec cet effectif-là quand même. Avec cet effectif-là, ils peuvent effectivement se qualifier. Ils le feront en 8e, peut-être en quart, mais ça va coincer contre des équipes autrement armées, plus expérimentées. On parle beaucoup d'Abraham, qui est un bon joueur. Bon, pour l'instant, dans les très gros matchs, on a vu quelques limites, ce qui est normal parce qu'il est très jeune. Hein. Il est sur des mois exceptionnels, mais voilà, il faut attendre de voir. C'est aussi parce qu'ils n'avaient pas le choix qu'ils ont lancé ces jeunes-là. Il ne faut pas non plus dire c'est génial, quel coup de génie, Chelsea, c'est super. Ils ont effectivement, comme le dit Cyril, une génération exceptionnelle.
Et heureusement, ça compense le fait qu'ils aient pas pu recruter cet été. Mais sur le long terme, si vous voulez continuer à être alors ils sont plus dans les plus grands clubs européens aujourd'hui, c'est-à-dire les 4-5 qui peuvent vraiment prétendre à la victoire finale en Ligue des Champions, mais ils sont juste derrière, ils ont gagné il y a pas si longtemps. Mais aujourd'hui, ils ont plus l'effectif pour viser le top 4 européen. Donc on va attendre un peu quand même avant de s'enflammer. Bon, mercredi, ils sont allés gagner à Amsterdam grâce à un but en fin de match. François le disait, de Michy Batshuayi. Une rencontre plutôt équilibrée, mais c'est quand même une belle perf d'aller. C'est une très belle perf aussi dans l'état d'esprit. C'est vrai qu'ils ont eu un début de saison où on se demandait un petit peu où ça allait. Un groupe assez jeune, il manquait des joueurs. Lampard, finalement, qui était très vite sous pression parce que ça reste Chelsea, hein, même s'ils sont dans une période particulière à cause de l'interdiction de recrutement. C'est Chelsea, c'est un grand club anglais avec un public exigeant, avec des attentes. Et Marina Granovskaya, qui est le bras armé d'Abramovich à Londres, elle est pas non plus là pour faire dans la charité. Donc il y a quand même une exigence de résultat malgré tout. Et ils ont à Amsterdam montré un caractère et un état d'esprit qui est prometteur pour la suite. C'est vrai que quand on sent que les joueurs sont derrière Lampard. Ouais, globalement, comment vous les avez trouvés au niveau du jeu depuis le début de la saison ? Mais en fait, au niveau du jeu, on parlait des résultats qui ont eu du mal. Il a eu du mal à commencer, Lampard, mais juste au niveau des résultats, au niveau du jeu, c'était bien. Il a perdu des matchs que son équipe n'aurait jamais dû perdre, justement parce que il y avait ces jeunes pépites qui découvrent le plus haut niveau, etc. Mais il n'y a jamais eu un déficit au niveau du jeu, au niveau des idées. Il manquait un petit peu de réussite. Et maintenant, ça y est, c'est parti, etc. Mais les 2-3 premiers matchs, ça a été compliqué. Et bon, il a fallu faire le dos rond. Et de toute façon, c'était le début de saison. Ça allait venir. Bon, ils sont en progrès, comme on l'a vu, contre l'Ajax. Et justement, du côté de l'Ajax, contre Chelsea, il y avait 3 joueurs formés au club dans le 11 de départ. Joël Veltman, Daley Blind et Donny van de Beek. L'année dernière, on s'en souvient tous, ils avaient réalisé un parcours de dingue en Ligue des Champions jusqu'en demi-finale, avec une équipe de pépites formée à la maison. Certaines sont parties, Mathias de Ligt, Frankie de Jong. Mais on a quand même l'impression de retrouver le même fond de jeu, la même identité. Complètement, mais c'est la force aussi de ces clubs-là. Et s'il y en a un, c'est sans doute l'Ajax. C'est-à-dire que vous changez 4-5 joueurs, mais en fait, ça joue tout le temps pareil. Il y a une vraie identité de jeu depuis les équipes de jeunes. Il y a une vraie identité de jeu en permanence, chaque jour, dans chaque séance, qui fait que le fond de jeu reste le même. C'était très net aussi le match contre Lille, parce qu'on les redécouvrait un peu. C'était leur retour en Ligue des Champions après l'épopée de la saison dernière. Avec des joueurs qui sont très différents. Ils ont aussi des filiales de recrutement depuis longtemps en Amérique du Sud qui sont extrêmement performantes. Bon, historiquement aux Pays-Bas, hein, pas que l'Ajax, mais c'est vrai que ça, c'est une force énorme quand on peut s'appuyer sur des joueurs de ce talent-là. Et ces joueurs-là, du coup, ils arrivent très vite à s'intégrer, malgré le fossé culturel qu'ils ont dans leur vie quotidienne, d'arriver aux Pays-Bas comme quand on vient d'Amérique du Sud. Et ben, vu que le jeu est rodé, c'est pas très difficile techniquement et tactiquement de s'intégrer dedans. Et du coup, ça leur fait gagner du temps et ça leur fait une équipe compétitive, même si De Ligt est parti, qui était le patron de la défense, et même si Frankie de Jong, qui était le meilleur milieu de terrain, est parti lui aussi. Tu dis en défense et au milieu, il a fallu reconstruire. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ce qui a séduit tout le monde l'année dernière, c'est aussi l'allant offensif, le jeu d'attaque de l'Ajax et le quatuor offensif Neres, Ziyech, Tadic et Van de Beek qui était titulaire contre Tottenham, contre la Juve aussi en quart. Il est toujours là. Donc là, il n'y a pas de problème. Et puis, ils l'ont même un petit peu renforcé parce que Dolberg est arrivé à Nice. Il est parti de l'Ajax et ils l'ont remplacé par Quincy Promes, qui est un mec qui a 27 ans, qui est formé au club. Donc, il revient à la maison et il connaît tout du club, il connaît les schémas de jeu, etc. Mais il a de la bouteille et puis il encadre bien cette nouvelle génération et ces jeunes qui sont montés avec les départs de Ligt, de Jong, Schön et Dolberg. Alors l'Ajax l'année dernière avait un budget de 85 millions d'euros, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu à peine supérieur à celui de Bordeaux ou Saint-Etienne en France. En fait, c'est une nécessité pour le club de former les jeunes pour les vendre ensuite. Oui, mais ils ont un budget de 85 millions d'euros, qui est un budget imposant aux Pays-Bas. D'ailleurs, il faut souligner que l'Ajax est une des rares équipes à être encore invaincue dans son championnat national. Ils y étaient jusqu'au week-end dernier avec le PSV Eindhoven qui a perdu.
avec Liverpool, la Juve et le FC Bruges, qui a perdu contre le PSG. C'est parmi les rares équipes invaincues. Mais surtout, 85 millions d'euros, c'est que l'Ajax a aussi on parle de budget prévisionnel, budget sur une saison. L'Ajax, c'est un club qui a un gros trésor de guerre. Trésor de guerre qu'ils ont renforcé encore là, avec les transferts de Jong, de Ligt, de Dolberg. En gros, autour de, à la louche, 200 millions d'euros de transferts cet été. Donc ça leur permet aussi d'être ambitieux sur le marché des jeunes. Parce que les jeunes, c'est bien beau d'aller prospecter en Amérique du Sud, mais il faut aussi les attirer parce qu'il y a une concurrence. Ils ont certes des filières, mais après, il faut faire la différence au niveau des contrats et dans l'entreprise de séduction. Par exemple, on parlait de la Youth League tout à l'heure. L'Ajax en Youth League, c'est, je crois, une trentaine de jeunes qui sont inscrits dans l'effectif. Et on le disait, ils sont allés gagner à Chelsea, mais ils ont battu Lille 4-0, je crois. Et ils sont allés gagner 5-3 à Valence. Donc c'est toute la culture de l'Ajax qui est aussi reflétée par ces résultats. C'est une culture offensive, c'est une culture du jeu. Et derrière, pour revenir à ta question et par rapport au budget, c'est aussi toujours un équilibre, l'Ajax. C'est un équilibre dans les ventes, dans les achats. C'est un équilibre aussi pour garder des joueurs, parce qu'ils auraient pu vendre De Beek, ils auraient pu vendre Onana, ils auraient pu vendre Ziyech, Tadic, voilà, mais ils les ont gardés. Ils ont renforcé aussi leurs contrats, voilà, avec des bons contrats, parce qu'il y a des bons contrats à l'Ajax. L'année dernière, ils avaient tout fait pour garder De Ligt, qui était déjà convoité parmi les prospects européens. Donc tout ça est une vraie politique générale, et en plus une politique générale qui est incarnée par d'anciens grands joueurs. C'est tous les anciens grands joueurs qui sont à la tête, hormis l'entraîneur, dans les bureaux. Edwin van der Sar. Voilà, exactement, j'allais venir. C'est Marc Overmars, qui était récemment chassé par Arsenal pour devenir directeur du football à Arsenal. Donc, ils ont aussi pu garder des gens comme ça, qui sont des gens cadres et qui sont l'identité de ces clubs. Voilà, on parlait de Lampard tout à l'heure. C'est quelque part... Je ne veux pas les comparer, mais Chelsea est en train d'emboîter un peu le pas à l'Ajax. Est-ce que vous les voyez refaire le même coup que l'an dernier en Ligue des Champions ? Pas moi, non. Je pense pas. Mais je peux me tromper, mais... Ils n'ont plus assez de réservoirs ? Non, je pense que les clubs surprises, ils sont rarement 2 années de suite le club surprise. Et puis... On a vu des petites limites la saison dernière. Après, c'est pareil, tout est une histoire de tirage au sort et de qui vous tombez à partir des rencontres à élimination directe. Le PSG est bien placé pour le savoir. Vous pouvez avoir l'équipe, mais la malchance au tirage qui fait que vous allez sortir, même si Manchester United était l'exception. Mais les saisons précédentes, dans l'aventure qatarienne, ils n'ont vraiment pas eu de chance au tirage sur les matchs à rencontre directe. Donc si vous évitez certains clubs, la saison dernière, c'est vrai que l'Ajax, pour le coup, ils n'ont pas évité grand monde. Et ils ont éliminé les gros jusqu'en demi-finale. Moi, je les vois pas refaire le même parcours, parce que je pense qu'il manque des joueurs qui étaient décisifs quand même, surtout De Jong dans la construction et dans l'animation, même si effectivement, comme tu le disais, Cyril, le quatuor offensif est resté à peu près le même. Je pense que c'est une équipe qui joue avec toutes les lignes, qui attaque vraiment en bloc. Enfin, le ballon va très vite, ça circule vite, il y a du mouvement, il y a des circuits qui font que les milieux de terrain sont très impliqués aussi dans les actions offensives. Et De Jong, là-dedans, il faisait un lien qui était hyper précieux. Bon, après, je peux me tromper, mais je ne les vois pas refaire un aussi beau parcours. Mais en revanche, ils peuvent relancer un cycle, qui est le cycle qui est abouti, du moins qui est arrivé l'année dernière en demi-finale de Champions League. C'est le cycle. Cette équipe qui est en demi-finale l'année dernière et qui nous a tant séduit, c'est l'équipe qui était allée en Europa League, qui avait battu Lyon en 2017. Voilà, et c'est cette équipe-là qui, 2 ans après, a fait ce qu'elle a fait en Ligue des Champions. Donc, l'Ajax, c'est des cycles. Alors, il y a eu un gros trou à un moment, mais depuis 4-5 ans, c'est quand même bien reparti. Avant de refermer ce chapitre Ligue des Champions, on va parler d'une équipe qui, elle, débute un cycle aussi, Lille, qui a arraché le nul à Valence mercredi grâce à un magnifique but de Jonathan Iconé dans les arrêts de jeu. Très simplement, est-ce que Lille peut reprendre espoir maintenant ? Ils sont derniers du groupe à 3 points de Valence. Oui, je pense qu'ils peuvent reprendre espoir si Galtier arrive à relancer la machine. Hier, il a tenté un coup tactique, ça a
plutôt bien fonctionné. Ils ont été menés un peu contre le cours du jeu et franchement, le nul est mérité, logique. 27 tirs à 6 pour Lille. Ouais, ils ont vraiment mangé, même au milieu du terrain, Valence. C'est déjà arrivé, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, qu'une équipe accède au 8e de finale alors qu'elle n'avait qu'un point après 3 matchs. C'est arrivé, je crois, 8 fois en 16 ans, donc c'est pas non plus impossible. Et ils ont la chance, entre guillemets, de jouer leur prochain match encore contre Valence, même si ce sera l'extérieur, qui est l'équipe la plus abordable pour eux dans ce groupe. Gagner au Mestalla, vu ce qu'a montré Valence hier, c'est pas impossible. Et en gagnant à Mestalla, ça peut vraiment tout relancer. Après, faudra aller à Chelsea, recevoir l'Ajax encore, mais ça me paraît possible. Mais l'objectif, c'est les 8e ou plutôt la Ligue Europa ? Non, mais voilà, moi je pense que c'est surtout ça. Ils ont une chance d'accéder à l'Europa League, surtout. Ils ont plus beaucoup de chances de continuer leur parcours en Ligue des Champions. Faut être clair, faut être objectif. L'Ajax, Chelsea, ils ont 6 points aujourd'hui. Lille va encore avoir un déplacement derrière celui de Valence. Voilà, moi je pense que il y a plus grands espoirs pour voir Lille en Ligue des Champions au-delà de ce premier tour. Si tu gagnes à Valence et puis que Ajax-Chelsea un match nul, tu reviens à 3 points. Mais c'est pas... T'as 2 matchs à l'extérieur à jouer. Le seul match que t'as à domicile à jouer, c'est contre l'Ajax, qui est sans doute la meilleure équipe du groupe. Il faudrait vraiment un basculement des tendances terribles. On a vu le match contre l'Ajax où il y avait un vrai écart de niveau technique, tactique, collectif, ce qui est normal entre les deux clubs. Et puis on se dit, quand vous faites 27 tirs à 6, que vous dominez comme ils ont dominé hier, c'est-à-dire partout, tout le temps, réussir à faire que match nul miraculeusement, c'est pas très bon signe en fait pour votre équipe. C'est-à-dire que quand vous dominez à ce point, normalement vous gagnez. Sinon, ça veut dire qu'il y a un souci. Voilà, on se dit quand ils égalisent, heureusement ils ont égalisé alors qu'ils auraient dû gagner ce match. Mais évidemment, quoi. Alors, ils égalisent, Mélisande, ils égalisent à 90e plus 5. Ouais. Quoi. Donc et ils prennent un but alors que Valence est quasiment pas dangereux du match. Ouais. Ils arrivent quand même à marquer, à ouvrir le score. Et pendant tout le match, on se dit, mais ils vont perdre ce match, c'est impossible, quoi. Donc, je les vois mal. Après, vu le calendrier, effectivement, ils vont à Valence. Alors, peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose, même si Valence, il manquait du monde hier. Mais bon, en plus, c'est à l'extérieur, c'est pas la même chose. Après, tu prends l'Ajax et toi, et tu finis à Chelsea. Donc il faudrait vraiment un miracle. On part en Italie maintenant pour évoquer une personnalité bien connue en France. Je pense qu'il manque parfois aux supporters du PSG. Thiago Motta est le nouvel entraîneur du Genoa depuis ce mardi 22 octobre. Premier poste en tant qu'entraîneur d'une équipe professionnelle. L'an dernier, Motta s'occupait des U19 à Paris. On y reviendra un peu plus tard. Je voudrais juste dire un mot sur le Genoa parce que autant je sais que j'ai pas vraiment besoin de présenter Thiago Motta, autant le Genoa ne fait pas partie des équipes dont on entend souvent parler. Alors le Genoa, c'est l'équipe de la ville de Gênes dans le nord de l'Italie. L'une des 2 équipes de la ville de Gênes, attention. Hein. C'est vrai, pardon. L'une des 2 équipes avec la Samp. Donc 7 fois champion au début du XXe siècle, avant une longue dégringolade. De retour en Serie A depuis 2007, un budget d'environ 62 millions d'euros. En ce moment, le Genoa est dans le dur, 19e de Serie A, une seule victoire, 2 nuls, 5 défaites. Ce qui m'amène à ma première question. Pourquoi le Genoa pour Thiago Motta ? Le Genoa... Pour Thiago Motta, c'est une équipe en grande difficulté. C'est une équipe italienne et les Italiens sont très protectionnistes, surtout au niveau des entraîneurs. C'est des clubs qui vont rarement chercher des entraîneurs, des grands entraîneurs étrangers. Voilà, ce sont les grands clubs qui vont chercher des grands entraîneurs étrangers. Et donc pour Thiago Motta, c'était l'occasion de lui mettre le pied à l'étrier parce qu'il s'est mis sur le marché. Donc en partant du PSG, bon, c'est un grand nom, ça reste un grand nom du football italien. Et puis aussi, c'est l'occasion de prendre le contre-pied aussi du rival de la Sampdoria, qui a aussi changé d'entraîneur, qui a pris sans doute le plus vieil entraîneur italien encore en exercice avec Claudio Ranieri, en même temps que le Genoa prenait Thiago. Puis c'est aussi une façon de tenter un peu aussi son va-tout et de faire ce qu'on appelle un électrochoc.
C'est une histoire humaine aussi, parce que Thiago Motta est lié au président du Genoa, Enrico Preziosi, depuis son passage à Gênes, qui a été pour Motta le tournant de sa carrière, finalement. Il a été formé en Espagne, il est formé à la Masia, Motta au Barça. Il a ensuite été à l'Atlético Madrid, il s'est gravement blessé au genou. Et plus personne ne croyait en lui, en tout cas plus grand monde. Et là, il signe au Genoa en 2008, je pense, avec déjà Preziosi qui était là. Et ça a été la saison du basculement de sa carrière. Ils ont fait une saison exceptionnelle à l'échelle du Genoa. Il y avait Diego Milito qui était là. Et ensuite, ils partent à l'Inter. Ils font le triplé avec l'Inter de Mourinho derrière. Et Motta, il a toujours gardé ce côté génois. Pour les Italiens, c'est un ancien du Genoa. Bien sûr, c'est à l'Inter qu'il a fait les plus belles pages de sa carrière italienne. Mais le Genoa, ça a été un club important pour lui. Et le président Preziosi, c'était un président important pour lui. Et il lui avait dit, en quittant Gênes, si un jour vous avez besoin de moi, président, appelez-moi. Et j'essaierai d'être là. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Il est effectivement un joueur à part dans l'estime des Italiens, parce que les Italiens aiment ce genre de joueur à caractère, un joueur très intelligent tactiquement. Ça, c'est toujours précieux pour eux, parce qu'ils font très attention à ça. Mais c'est aussi un caractère. Et puis, c'est un joueur qui a un CV où il a travaillé avec des grands entraîneurs. Il a travaillé avec Rijkaard, il a gagné une Ligue des Champions avec Barcelone, il a gagné une Ligue des Champions avec l'Inter, même s'il ne joue pas à la finale, parce qu'il avait été expulsé lors de cette fameuse demi-finale au Camp Nou avec cette comédie scandaleuse de Busquets. Bref, je ferme la parenthèse. Il a travaillé avec Gasperini, notamment à Gênes, quand il fait cette saison magnifique avec le Genoa. C'était Gasperini qui est aujourd'hui l'entraîneur à la mode en Serie A, parce qu'il travaille très bien à Bergame. Il avait beaucoup de conditions de connaître le président, de connaître les dirigeants, de connaître le championnat italien, et lui de vouloir effectivement se lancer. Il savait qu'il n'allait pas être appelé par la Juve, par l'Inter ou par le Napoli. Il fallait qu'il mette le pied à l'étrier, donc il s'est dit, le Genoa je connais, ils sont en grande difficulté, mais pas tant. Ce que j'allais te demander, est-ce qu'il ne se complique pas la tâche, justement, en commençant avec une équipe Mais de toute façon, à un moment donné, il faut commencer. En plus, on voit comment il est de caractère. On l'a vu avec la Youth League l'année dernière. Il a été capable. Alors, il perd très tôt dans la saison contre Liverpool, une grosse défaite la saison dernière avec en Youth League au PSG. Il a été capable d'imposer quand même un jeu, de mettre un jeu en place chez ces jeunes-là, qui sont des jeunes joueurs, et qui jouaient un peu comme aurait joué Thiago Motta, des passes courtes, ça circulait bien. Alors c'est comme ça, c'est à cette école-là un peu qu'il a été formé, toute proportion gardée. Mais donc ça, c'est la marque quand même d'un entraîneur, d'un potentiel grand entraîneur. Quand votre équipe joue différemment de quand vous étiez pas là, alors que c'est des jeunes. Il a aussi montré au PSG qu'il avait du caractère. Il voulait pas que ces jeunes soient pris, il voulait les garder tout le temps avec lui. Sinon, si vous partiez avec la CFA, il voulait plus en entendre parler. Il a l'exigence du très haut niveau. Et ce qui manque à Gênes cette saison, c'est le Genoa. Ils avaient quand même rattrapé 3 buts à la Roma sur la première journée. Il y a eu 3-3. Ensuite, ils ont battu la Fiorentina. Puis après, ça s'est délité beaucoup plus dans le caractère, dans la confiance qu'avaient les joueurs en eux-mêmes que dans leur capacité technique. Ouais, donc il fallait un leader un petit peu pour leur redonner confiance. Et pourquoi pas Thiago Motta, sachant qu'il y a des joueurs au Genoa pour se maintenir en Serie A, quoi. Oui, et Thiago Motta, c'est aussi, comme tu le rappelais, c'est un joueur emblématique du Genoa. Et c'est aussi un joueur qui incarne, c'est un Brésilien à la base, Thiago Motta, qui est devenu international italien. Donc, qui incarne aussi cette identité aussi tu parlais de passe courte, il a été formé à Barcelone. Donc, on n'est plus à l'époque du Catenaccio, mais il a aussi cette culture du jeu. Il a cette culture du jeu, donc c'est peut-être aussi une relance par le jeu, comme tu disais, même en début de saison. Genoa, c'est une équipe qui joue à la base. C'est un club qui est joueur. Oui. Non, mais il a des idées très arrêtées sur le jeu. Après, brésilien, c'est pas non plus Neymar. C'était un joueur un peu plus dur. Oui, il était plus genre à mettre les coups qu'allait donner Thiago. Mais il a cette culture. Qu'allait recevoir, justement. Il a cette culture, même son poste. Et lui-même dit toujours, je suis italien, mais né à l'étranger. Lui, ils sont très italiens dans sa manière d'envisager le foot. Mais dans le sens, la rigueur tactique, l'exigence aussi des grands clubs, à commencer par le Barça, c'est-à-dire les horaires, on respecte les horaires, on respecte la tenue. Tu parles pas du PSG non, mais il a toujours gardé ça. Et on l'a vu l'année dernière avec les jeunes du PSG. Il a ce côté, le maillot dans le short et pas par-dessus le short, quoi. C'est l'école, et ça, les Italiens aiment bien. Et après, c'est vrai que dans le jeu,
c'est de sa génération aussi. C'est vrai que les entraîneurs qui ont cet âge-là maintenant, ils sont plus tous derrière à mettre des coups. Il y a une vraie volonté de jouer. Alors lui, il parle toujours de son schéma en 2-7-2 qui fait beaucoup couler de l'encre en Italie parce qu'il ne jure que par les schémas tactiques. Mais en fait, il faut le lire de gauche à droite du terrain. Donc il y en a 2 dans le couloir gauche, 7 dans l'axe quand vous comptez le gardien et 2 autres à droite. Enfin, c'est une espèce de 4-3-3, mais il faut pas le dire. Donc voilà, il y a aussi sa volonté de lui de tout balayer, d'avoir ses propres idées. Il a des idées très arrêtées. Il a travaillé avec beaucoup de grands entraîneurs, dont Ancelotti aussi, qui est là-bas un homme très respecté, un entraîneur très respecté. Thiago Motta dit donc c'est vrai qu'on a envie de voir ce que ça va donner, en tout cas. Il dit que l'entraîneur qu'il admire le plus, c'est Carlo Ancelotti. Cyril. Mélisande, toi qui connais bien la relation et l'attachement qu'a Preziosi à Motta, et inversement, est-ce que ça va pouvoir permettre aux Génois de trouver un peu de stabilité, parce que là, depuis 3-4 ans, enfin même un peu plus, c'est des entraîneurs, ça tourne tout le temps. Ça va dépendre beaucoup des résultats, de toute façon. C'est ce genre de club où on est toujours à la limite du maintien en ce moment, parce que il n'y a pas eu forcément les bons choix de fait au niveau du recrutement non plus. Mais est-ce que son aura va donner une certaine patience? Je pense qu'il y a une relation de confiance, et je pense qu'il s'est assuré bon, déjà, il a signé qu'1 an, hein, c'est assez rare pour un entraîneur, c'est-à-dire qu'il a signé que jusqu'en juin prochain, donc il est prudent. Mais il sait qu'il a la confiance du président et que de toute façon, il n'y a pas trop le choix que de lui faire confiance aujourd'hui. Alors après, sauf si cataclysme sur les 4-5 prochains matchs. Le président, il a aussi cru quand même au précédent entraîneur, Andrea Azzoli, qui devait être licencié après la défaite contre Milan. Et finalement, il a attendu une autre trêve internationale, d'autres matchs. Et puis là, quand vous perdez 5-1 à Parme, qui est aussi une équipe, un concurrent direct pour le maintien, vous perdez 5-1. Et dans le contenu, on sentait qu'il y avait vraiment des problèmes. Il a pris la décision. Le fait d'avoir une relation de confiance avec ses dirigeants, je pense que ce serait important parce que c'est un gros caractère et qui ne se laissera pas dicter 50 millions de conditions et qui ne fera pas des concessions sur ci, sur ça, sur ça. C'est-à-dire qu'il arrive, il veut qu'on le laisse travailler. Il a un président qu'il connaît, qui lui a dit « Bon, je te fais confiance, sors-nous de là, quoi ». Une dernière question très rapide avant de terminer. Est-ce qu'il peut un jour espérer devenir l'entraîneur du PSG ? Parce que c'est un peu son objectif. Bien sûr, avec l'âge qu'il a et toutes les années qu'il lui reste à faire, pourquoi pas, c'est pas impossible. Hein. Après, aujourd'hui, c'est de la science-fiction. Il faudra quand même qu'il fasse ses preuves au plus haut niveau. Moi, je pense qu'il a le potentiel pour être un très bon entraîneur, parce qu'il a été à bonne école, parce qu'il est en train de passer ses diplômes à Coverciano. C'est une école dont François parlait. Les entraîneurs italiens, c'est vrai que les Italiens font beaucoup confiance aux entraîneurs italiens, mais ils ont une formation très longue, très difficile, et qui vous assure quand même un minimum de compétences après dans l'exercice de votre métier. S'il fait pour l'instant son parcours, de commencer avec des jeunes, de prendre un club comme ça, un club moyen dans la difficulté, mais quand même dans un grand championnat européen, ça ressemble à quelque chose. Après, on est au tout début, il faudra voir si les résultats suivent. Et le premier match de Thiago Motta, l'entraîneur avec le Genoa, ce sera contre le Brescia de Mario Balotelli, samedi 26 octobre. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois, Mélisande Gomez, Cyril Olives-Berthet et François Verdenay. Comme chaque semaine, un grand merci également à Roland Richard pour son aide précieuse. N'hésitez pas à vous abonner à Big Five sur toutes les plateformes de podcast. Laissez-nous des étoiles et des commentaires. À la semaine prochaine.